Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business et 01 TV. Bienvenue comme chaque week-end pour En route pour demain. Pauline, bonjour. Bonjour François. Ravi de te retrouver. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités, vous le savez, tous les week-ends. Avec au sommaire pour cette semaine, regardez. Quand on dit autonome, hydrogène, il n'y a pas que la voiture qui fait sa révolution, il y a aussi le train qui veut tout changer. Olivier Chiche-Portiche, notre spécialiste du ferroviaire, viendra nous décrypter ces nouvelles tendances. Journaliste de première classe, bien sûr, puisqu'on est dans le train. On évoquera aussi un vélo électrique au design étonnant, légèrement vintage, délicieusement vintage. Il s'agit de Revolt. 800 km d'autonomie, un nouveau système de connectivité. Dimitri Charitis a testé le laboratoire du futur selon Mercedes. La nouvelle EQS, c'est l'essai de la semaine. Pauline, tu m'en as ramené une ? Absolument, François. Bon, très bien. Et puis nous irons du côté de Marseille découvrir un vélo électrique qui s'appelle iWitch et qui pourrait bien concurrencer peut-être Angel. Et c'est Pascal Samama qui nous en parlera tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Bienvenue. C'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, un 26 minutes hebdomadaire dédié à toutes les mobilités. C'est exclusif BFM Business et 01 TV. C'est En route pour demain. Et on est très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme chaque semaine. Pauline, pour commencer, donc, la révolution de l'hydrogène qui est en marche. Oui, parce que François, si je te dis hydrogène, autonome, tu vas tout de suite me dire automobile. Bien sûr. Eh bien non, mauvaise réponse. Aujourd'hui, on va parler de train, car le ferroviaire est aussi en pleine révolution en ce moment. Et pour décrypter ce virage que prend actuellement le train, nous accueillons Olivier Chiche-Portiche. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, tu es journaliste à BFM Business, tu es notamment spécialiste des transports. Et alors, au début du mois, tu as justement suivi le test du premier train à hydrogène qui circulait en France. Le train électrique, c'est fini, c'est passé de mode ? Non, mais c'est comme tu l'as dit, c'est vrai que comme toutes les industries du transport, en fait, le train, il cherche à réduire ses émissions de carbone. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais 40% du réseau ferroviaire en France, il n'est pas électrifié. Et c'est même 50% en Europe. C'est en fait des lignes souvent régionales où circulent des trains, des TER, et puis aussi du fret. Et des vieilles locomotives diesel, du coup, je suppose. Du diesel qui pollue bien et beaucoup. Oh là là. 40% 40% en France, c'est oui. Incroyable. On ne le sait pas, mais Ouais. c'est un chiffre assez important. Le problème, c'est que électrifier des lignes, ça coûte une fortune. C'est entre 1 et 3 millions d'euros du kilomètre. Et en fait, la SNCF a électrifié ce qui devait l'être. Donc, il reste ces fameuses lignes régionales. Qui ne serait pas rentable, en fait. Exactement, ça ne serait pas rentable de les électrifier, ce serait trop cher. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire rouler des trains à hydrogène, voire des trains sur batterie électrique et hydrogène, qu'on appelle les trains hybrides, sur ces lignes et réduire en fait la pollution à zéro quelque part. Mais du coup, c'est juste des projets où il y a déjà une réalité concrète, on va bientôt pouvoir monter dedans et voyager avec. On va bientôt pouvoir voyager dedans, c'est déjà une réalité. On a bien avancé, des trains à hydrogène roulent commercialement en Allemagne. Ils sont testés un peu partout en Europe, en Autriche, en Suède, en Italie et en France. En France d'ailleurs, le train à hydrogène a fait ses premiers tours de roue près de Lille, dans le centre d'essai ferroviaire de Alstom. Donc c'est celui que tu as vu au début du mois de septembre, c'est ça ? Exactement, où le train a été présenté à la presse et également au ministre Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports. On a pu le voir et les choses sont assez bien avancées puisqu'en France, donc, il y a 4 régions qui sont Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Sud-PACA qui ont d'ores et déjà commandé à Alstom et à la SNCF des trains à hydrogène. Donc en 2024-2025, c'est un peu le calendrier qui a été donné, on aura au moins 12 de ces trains qui commenceront à circuler sur ces fameuses lignes non électrifiées. Alors, Olivier, la question que tout le monde se pose, à quoi ça ressemble un train à hydrogène ? Ça ressemble à un train classique finalement. C'est un TER tout à fait classique, bleu et gris, tel qu'on les connaît en France, tel qu'on les pratique au quotidien. En fait, la différence, elle se voit sur le toit du train, où on peut repérer ces fameuses piles à hydrogène. D'ailleurs, on le voit aussi sur les bus parisiens qui roulent à l'hydrogène, ces fameuses piles. On les voit aussi sur les sièges des trains, où Alstom a discrètement brodé sur les sièges le signe H2O, qui est le signe de l'hydrogène. Et puis le train hydrogène, en fait, la vraie différence, c'est dans les oreilles. On n'entend rien, ça fait pas de bruit du tout, comme une voiture électrique, comme une voiture à hydrogène, et puis ça émet que de la vapeur d'eau. Et en termes d'autonomie, du coup, je suppose qu'il faut faire souvent le plein d'hydrogène pour ces trains ? Eh ben non, l'autonomie, l'hydrogène, c'est une technologie qui permet beaucoup d'autonomie, même sur ces trains. La SNCF, en tout cas Alstom, avance entre 800 et 1000 km d'autonomie par train. Le problème, c'est que ça dépend de la vitesse, de la topographie de la ligne, c'est-à-dire si ça monte,
Oui, ça va consommer plus, Voilà. assez logiquement. Et puis le nombre de passagers transportés, évidemment. Mais du coup, il y a des industriels qui travaillent là-dessus Ouais, alors sur ce sujet sur l'hydrogène, franchement, on a une industrielle qui est à la pointe, c'est le français Alstom, qui bosse dessus en fait depuis 2013. Donc c'est pas nouveau, hein, ça fait déjà plus de 7 ans qu'ils travaillent dessus en R&D. Et en fait, ils ont déjà vendu 59 rames hydrogène, dont 41 en Allemagne, qui est le pays le plus précurseur en la matière. Hein. En fait, la plupart des expérimentations en cours et des trains en circulation ont été fournis par Alstom. En fait, pour Alstom, hein, c'est un formidable levier de croissance parce que c'est un groupe qui, pour le moment, est le mieux placé pour accompagner cette transition écologique ferroviaire voulue par de nombreux pays. On sait qu'en France, il y a le grand plan hydrogène à 7 milliards d'euros qui a été annoncé par le gouvernement. Alstom est super bien positionné pour en profiter. Et en plus, quelque part, c'est une manne financière parce que pour le moment, et c'est les chiffres d'Alstom, un train à hydrogène, c'est 30 à 40% plus cher qu'un train classique. Eh oui, bien sûr. Voilà. Bon, maintenant, on sait tous sur le train à hydrogène, vivement qu'on puisse monter dedans et faire un petit voyage avec. Mais la prochaine étape, parce qu'on parle de techno, Olivier, c'est le train autonome. Est-ce qu'il va arriver, ce train autonome ? Alors c'est vrai, hein, on prend souvent, en tout cas pour les Parisiens, des métros qui sont déjà autonomes, hein, qui roulent tout seuls. Oui. Après, la fameuse ligne 14, hein, voilà, ligne 14, prochaine fois la ligne 4. Est-ce qu'on serait prêt à monter dans un train 100% autonome ? On n'y est pas encore, hein, je vous rassure. Mais les choses avancent beaucoup du côté de la SNCF qui mène des tests, notamment, encore une fois, avec Alstom, aussi avec Thales et Bosch. Plusieurs fois cette année, une rame d'essai autonome a été testée en France sur des voies classiques et c'est une première. C'est quoi l'avantage d'un train autonome pour la SNCF ? Parce que quelque part, pourquoi un train autonome ? En fait, ça permet un peu comme les bus, hein, enfin comme les bus ou comme les métros, surtout de fluidifier le trafic, d'harmoniser la vitesse. Et quelque part, pour la SNCF, c'est l'idée de faire rouler plus de trains sur la même voie, en harmonisant tout ça, en calant absolument la vitesse de ces trains. Alors évidemment, la régularité, toutes ces thématiques-là sont encore approuvées, mais pour la SNCF, les tests commencent à être concluants. Aujourd'hui, ces trains qui sont bardés de capteurs, de lidar, hein, comme les voitures autonomes. Oui, c'est ça, on allait dire, il doit y avoir plein de capteurs, parce que pour que le train roule, même s'il y a des rails, il faut quand même que le train sache où il va. Pourquoi ? Parce qu'il y a la SNCF, les trains, le facteur premier de la circulation des trains, c'est la signalisation. C'est-à-dire le fait, je m'arrête, je ralentis, j'accélère. Ça, c'est les conducteurs, normalement, qui le font. Là, avec un train autonome, il faut que le train soit capable de repérer ces signaux et d'adapter la conduite, finalement, à ces signaux. Et ça, c'est très compliqué. Il y a aussi des questions de sécurité ferroviaire. Et ça aussi, c'est très, très, très compliqué. Donc, en fait, pour l'instant, les tests, ils en sont qu'au début. Aujourd'hui, la SNCF fait rouler des trains de manière semi-autonome, c'est-à-dire avec un conducteur. Et en fait, le train automatise l'accélération et le freinage. Donc pour l'instant, on en est là, mais il y a un calendrier qui a été donné par la SNCF en fait. L'idée, c'est de devoir continuer les tests pendant 2 ans encore pour arriver à une autonomie complète en 2023. Néanmoins, il n'y a aucune annonce de fait sur une mise en circulation effective de ces trains à cette date. Oui, parce que c'est aussi une bombe sociale. Absolument, c'est une bombe sociale. On sait qu'à la SNCF, c'est compliqué, voilà. De désamorcer les bombes. Voilà. Alors après, la SNCF dit, mais bon, il y aura toujours un conducteur pour la sécurité. Oui, bien sûr. Un opérateur. Un opérateur. Et puis le dernier point super important, je l'ai dit un peu, c'est la sécurité. Il y a la sécurité ferroviaire, il y a la sécurité informatique, parce que tous ces trains-là autonomes, ils communiquent finalement avec des technologies sans fil, la 4G, la 5G, et on le sait, hein, ces technologies, elles ont des biais de sécurité, on peut les hacker. Alors imaginez un train autonome qui est hacké, c'est un gros problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Alstom, dès le départ avec la SNCF, a pris la sécurité comme un point de départ du développement du projet, avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et d'ailleurs, dernière petite information, Alstom vient d'annoncer un partenariat avec Airbus Cybersecurity, qui est la branche sécurité informatique d'Airbus, pour justement encore plus blinder le côté sécurité informatique de ces trains. Olivier Chiche-Portiche, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler maintenant vélo, mais attention, vélo vintage. Vélo vintage mais et électrique. Voilà, avec notre invité. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors après les trains, on va parler vélo et on va parler d'une marque de vélo qui a à la fois un look vintage, mais qui en même temps un vélo électrique, ça s'appelle Revolt. Et Mathieu Rosier, vous êtes avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de cette toute jeune marque, hein, puisque ça a été créé en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et alors, vous pouvez nous expliquer, Revolt, qu'est-ce que c'est ?
Revolt, en fait, c'est une réponse à un produit que je cherchais à l'époque et que je ne trouvais pas. Donc, sur le marché de vélos électriques en 2016, à cette époque, il n'y avait que des vélos vraiment avec les batteries sur les porte-bagages et je ne trouvais rien qui me correspondait et je voulais quelque chose de vraiment très design. Et à l'époque, je cherchais aussi une vieille moto ancienne, donc c'est là où j'ai joué un peu les deux bouts et j'ai créé le Cruiser, donc qui est vraiment le vélo beaucoup plus On voit à l'image pour les gens qui nous suivent. Voilà, c'est ça. Donc le Cruiser est vraiment le vélo phare de la marque. Et de là, on a dérivé toute une gamme pour aller sur des gammes un peu plus fonctionnelles. On a créé vraiment toute la technologie de A à Z. Donc les vélos sont dotés d'une très forte technologie qu'on a voulu appliquer sur des produits plus fonctionnels par la suite. Mais ils ont un look incroyable, vos vélos. C'est dingue, ça. Oui, les gens sont, se retournent dans la rue. Oui, ils sont uniques. Oui, tout à fait. Ça fait un peu café racer des années 60. Oui, on a vraiment un look un peu surf, un peu... C'est exactement ça. En fait, on a vraiment lié un peu les motos vraiment iconiques du début du siècle, les premières Harley, avec un peu les côtés café racer, donc Londres, années 60, et un petit côté Californie, années 80, Beach Cruiser. Et c'est ces trois époques et trois lieux qui ont été rejoints dans un design, le Cruiser. Mais alors c'est marrant parce que là, vous nous présentez donc des vélos qui ressemblent un peu à des motos, à des vieilles motos anciennes, mais pourtant vous venez du monde de la mer, vous venez du monde du bateau. Alors comment vous vous êtes retrouvé sur des deux roues? C'est toujours un moyen de transport. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai toujours aimé, j'ai touché un peu à tout, donc j'ai été skipper. Skipper, j'en ai eu marre en fait, de voyager tout le temps et je voulais vraiment chercher un futur, donc j'ai pris des études d'architecture navale. Et architecte naval, c'est un peu un médecin généraliste, on touche un peu le 360 de l'engineering et de là, j'ai fait tout ce qui m'a plu. Donc j'ai dévié vers le water sport, donc les planches de windsurf et de surf. Et pour rejoindre, après, je cherchais un vélo pour aller amener ma planche de surf à la plage. Donc le Cruiser est né grâce à ça. Et Revolt est né vraiment, c'est un parcours de circonstances. En fait. Mathieu, juste une question. Quelles sont les particularités techniques de ce vélo? Parce que c'est vrai qu'il est beau, mais alors il faut que vous arriviez à nous convaincre aussi de son efficacité. C'est quoi l'autonomie? Est-ce qu'il est connecté? Qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Quelles sont ses aspérités techniques? Alors l'autonomie, oui, on a été vraiment les premiers à mettre des grosses batteries, donc de 1100 Wh, qui donnaient une autonomie de 80 km/h à pleine puissance. Et sur des vélos comme le pliant, donc qui est plus léger, on fait 80 km/h. 80 km d'autonomie, excusez-moi. 80 km/h le vélo, Ah oui, là, je me c'est suis la dit moto, là. on est direct sur la moto. Là, voilà, donc 80 km d'autonomie. On peut prendre le périph'. Et la technologie est 100% connectée. Donc depuis le début, on a basé toute la technologie sur une application. Pour ne pas avoir d'obsolescence sur les modèles. Donc la plupart des vélos ont un firmware qui est gravé dans le contrôleur. Là, tout est basé sur une application. Donc sur le cloud, on peut venir actualiser les vélos d'année en année juste à travers l'application. Donc j'achète un vélo et je ne suis pas obligée d'en changer. Finalement, je fais juste une mise à jour. C'est un peu comme sur une Tesla, quoi. Exactement. Exactement. On s'est inspiré vraiment du modèle Tesla qui ont été vraiment pionniers là-dessus. Pour connecter tous les vélos. À qui s'adresse ce type de vélo et quel est son prix? Quels sont leurs prix? Le Cruiser, lui, c'est un vélo vraiment pour les puristes, les gens qui aiment ce genre de design. On a cherché vraiment à faire des vélos d'exception pour les gens, les amants de design. Donc le prix, on commence à 3 000 € jusqu'à 4 000 € selon comment on l'équipe. D'accord. Et à travers après Revolt, on a créé une autre marque Excite, donc qui est dotée de la même technologie, mais là on est passé sur du produit beaucoup plus accessible en termes de design et de prix aussi. Donc on a le vélo pliant, le XS, qui lui commence à 1 600 € et qui a toute la technologie en fait des Cruisers, des Revolt, sur un vélo beaucoup plus ergonomique et plus pratique. Voilà, et plus, on va dire, au design plus traditionnel. Là, exactement. Hein, voilà. Là on cherchait vraiment à aller chercher la fonctionnalité. Et sur ce vélo, donc, on a un look quand même assez sympa où on reconnaît un peu la signature. Mais c'est un vélo plus normal, donc on voulait vraiment le doter d'autant plus de technologie pour qu'il puisse se différencier. Donc, on peut même faire du vélo d'appartement. Complètement, ça fait exactement. tout. Alors ce vélo est doté d'une récupération d'énergie au freinage et au rétropédalage, où on vient vraiment récupérer, comme une dynamo, on vient récupérer l'énergie, ça recharge la batterie. Ouais, ça c'est top, là. Le fait de pédaler et de se dire qu'on recharge la batterie en même temps, c'est cool. On utilise l'énergie mécanique pour recharger la batterie. Alors on sait que là, il y a eu beaucoup, parce que quand je vois ce vélo très connecté avec des écrans, etc., je pense à toute la pénurie de semi-conducteurs actuellement, plus toute la pénurie des pièces de vélo. Comment vous avez un peu traversé cette période qui est actuellement compliquée, je pense, quand on est un entrepreneur du vélo? Ça a été, oui, on va dire que c'est très compliqué. Ça a commencé par être des retards. Ce n'est plus des retards, c'est devenu une nouvelle règle du jeu. Donc il faut s'adapter. Il faut se réinventer, quoi. Pas se réinventer, il faut juste anticiper plus longtemps. Donc le but, c'est le même, on veut la même chose.
La seule chose, c'est qu'avant, il fallait 2-3 mois pour se procurer des pièces. Maintenant, on passe sur 9 mois et 16 mois sur d'autres pièces. Oui, donc il y a une inertie qui est beaucoup plus différente, en fait. Donc il y a eu une pénurie pendant quelques mois et maintenant, on a anticipé pour les années à venir. Et l'avantage, c'est que tous nos distributeurs et les magasins qui on travaille ont compris ces nouvelles règles et anticipent leurs précommandes. Très bien. Mathieu, merci d'être venu. D'autant que vous êtes basé à Barcelone, vous êtes venu exprès pour nous. C'est très sympa. Merci et à vous. on souhaite plein de bonnes choses à Révolte. Voilà, c'est vrai que ça donne envie de tester vos vélos. Merci beaucoup. Merci. Pauline, on enchaîne avec l'essai de cette semaine. Alors là, on va taper fort avec cette Mercedes EQS, une berline 100% électrique que Dimitri Charitsis a testée pour vous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Mercedes tient enfin sa rivale à la Tesla Model S. Alors bien évidemment, le constructeur allemand avait déjà produit des véhicules 100% électriques. C'était des SUV, le QC et le QA. Aujourd'hui, on bascule sur un autre terrain et on vient frontalement attaquer Tesla avec une berline, une voiture faite pour la route et les longs trajets. C'est l'EQS qui est juste derrière nous et c'est la première berline 100% électrique de la marque. Et contrairement à Porsche et à Audi, on n'est pas sur un terrain sportif mais on est sur le terrain du luxe et de la technologie. On ne va pas s'étendre énormément sur l'esthétique de l'EQS. Disons que le design divise jusqu'ici, mais il y a un point sur lequel il y a un consensus, c'est sur l'aérodynamique de la voiture. Celle-ci a été particulièrement étudiée de la part de Mercedes et on arrive à un CX, c'est-à-dire un coefficient de résistance au vent qui est un record pour sa catégorie, c'est un CX de 0,20. Mais le plus important, c'est à l'intérieur et je vous invite tout de suite à aller faire un tour. On se retrouve maintenant à bord de l'EQS et c'est là où ça va devenir véritablement impressionnant. On est à bord d'un petit vaisseau spatial avec un énorme écran. Alors chez Mercedes, on appelle ça l'Hyperscreen. Petite précision, c'est pas tout à fait un énorme écran de 77 pouces. C'est une dalle de verre qui vient cacher 3 écrans différents. Mais alors là aussi, on a des écrans de taille plutôt imposante. On a les 2 écrans pour... Alors l'écran d'instrumentation ici, c'est un écran LCD. C'est un écran de 12,3 pouces. On a l'équivalent pour le passager, mais en OLED. Et surtout, au milieu, on a une très belle dalle OLED de presque 18 pouces. Retenez bien ça, 18 pouces, c'est 1 pouce de plus que la Tesla Model S. Et quand on se fait un petit peu la guerre, c'est important 1 pouce de plus. Ensuite, que vous dire de plus si ce n'est que, a priori, c'est LG Display qui fournit ce magnifique écran, ce magnifique triple écran à Mercedes. Évidemment, en termes d'intégration, c'est hyper bien fait. Et puis après, en termes d'usage, c'est aussi super agréable. Avoir un énorme écran juste ici, avec la navigation qui vous saute aux yeux, pouvoir mettre beaucoup d'informations différentes. Clairement, on est bluffé, on est dans un environnement qui est assez nouveau. C'est pour le moment propre à cette EQS, mais Mercedes prévoit de porter l'Hyperscreen sur d'autres modèles par la suite. Si on veut voir la consommation d'énergie ou si on veut aller chercher les prochaines stations de recharge, c'est aussi en un clic que ça se fait. Il n'y a plus besoin de naviguer dans les menus. Alors ça, c'est évidemment permis par la taille de l'écran, mais aussi par le nouveau système MBUX. Alors c'est parti pour ce petit tour en EQS, en Mercedes EQS. Et donc les premières sensations à bord, en fait, elles sont vraiment super agréables. On retrouve globalement ce qu'on a dans une classe S en termes de confort de conduite, même en termes d'impression. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et presque impressionnant avec la classe S, enfin j'allais dire la classe S électrique, mais donc avec l'EQS, c'est que c'est véritablement une classe S électrique. On est dans une voiture qui est très agréable à conduire, très confortable, ultra souple, avec une direction mais dosée à la perfection. Non, voilà, on est à bord d'une voiture qui est parfaitement maîtrisée, avec évidemment les avantages de la voiture électrique, du véhicule électrique, c'est-à-dire pas de bruit de moteur, la quiétude complète quand on conduit, et bon voilà, on peut profiter des paysages sans l'environnement bruyant d'une voiture thermique classique. L'autre partie véritablement intéressante dans la conduite de cette EQS, elle vient en fait de la récupération d'énergie. Mercedes nous avait déjà un petit peu bluffé sur le QA en début d'année, avec une partie récupération parfaitement maîtrisée. Alors ici, on n'est pas tout à fait sur les mêmes réglages. Sur l'EQA, il y avait 5 niveaux de récupération différents. Ici, on n'en a que 3, mais ils sont gérés de manière un peu plus fine. On a un mode, on a un mode de récupération forcé, qui s'appelle le D-, et qui permet en fait tout simplement à la voiture de récupérer à chaque fois qu'elle ralentit, dès qu'elle décélère en réalité. Et on a un mode qui est alors
existe sur le QE, mais qui est géré de manière un peu différente sur cette EQS, c'est le mode D-Auto. En fait, c'est le véhicule, grâce à l'intelligence artificielle développée par Mercedes, qui en fonction de la topographie, en fonction aussi du trafic, va réussir à savoir à quel moment il faut commencer à freiner et à quel moment en fait on va commencer à décélérer. Et là-dessus, c'est très très convaincant. On n'a plus vraiment besoin de gérer la partie récupération de sa voiture. Avec quasiment 800 km d'autonomie WLTP, on arrive sur des valeurs qui sont au-dessus de la Tesla Model S. Concrètement, l'autonomie n'est pas la même en fonction du modèle de QS choisi. Sur la version 450+, on arrive au niveau d'autonomie maximale qui est de 770 km WLTP. Alors, on a essayé les deux versions entre hier et aujourd'hui, et effectivement, le résultat obtenu, il est assez proche de ce que clame Mercedes, et en roulant très simplement, sans forcer, sans grosses accélérations, on a oscillé entre 15 et 16 kWh par 100 km. Et surtout, rappelons que chez les concurrents, on est au-delà des 20 kWh, donc c'est quand même assez bluffant. On ne pouvait pas terminer cet essai sans vous montrer une des fonctionnalités, on va dire, un petit peu gadget, mais qu'on aime beaucoup sur cette EQS. On ne l'avait pas sur notre modèle d'essai, donc on a subtilisé la voiture de nos confrères de Caradisiac. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la fermeture, l'ouverture et la fermeture automatique des portes. Concrètement, en appuyant simplement sur le bouton de la clé, on arrive à fermer comme ça tout doucement les portes. Et on peut aussi ouvrir la porte passager lorsqu'on s'approche de sa voiture. C'est plutôt classe, on aime bien ça à nous. Au terme de cet essai de l'EQS, une chose est sûre, Mercedes a réussi son pari. La marque à l'étoile est parvenue à ce qu'elle voulait, c'est-à-dire proposer une classe S véritablement 100% électrique. Hyper agréable à conduire, et surtout on a une voiture qui n'a plus à rougir en termes d'autonomie, parce qu'avec sa consommation record, elle arrive sur les standards de la Tesla Model S, et elle arrive en fait sur des performances qui sont encore inégalées. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Pauline, Pascal Samama nous a rejoint. Chouette. Et il nous emmène à Marseille aujourd'hui. Eh ouais. Pour parler vélo, évidemment. Avec Et pas que d'un vélo, mais d'un nouveau vélo. Et pas un simple nouveau vélo, mais le nouveau vélo. En fait, je vais parler d'iWish. iWish, c'est quoi ? C'est un vélo qui a été créé par une start-up marseillaise. Il est élégant. Enfin, le design, c'est une chose. Mais ce qui importe surtout avec ce vélo, c'est qu'il est simple. C'est un vélo connecté. C'est un vélo électrique, bien sûr. Il a un moteur Brose de 90 nanomètres. Nanomètre, ça fait plaisir à Intel. Ça fait plaisir. Ça, c'est le problème de la tech. C'est sûr. Avec tous ces noms bizarres là. Donc, c'est un vrai vélo électrique, c'est un vrai vélo connecté, mais pour le piloter, on n'a pas besoin d'être un cycliste averti, on n'a pas besoin d'être un geek absolu, parce qu'il se démarre même sans smartphone, il s'utilise même sans smartphone. On a un petit porte-clés avec une puce NFC pour le démarrer, pour l'éteindre et déclencher l'antivol qu'on n'en a pas besoin. Ah voilà, ça c'est pratique. Et ça c'est pratique, pas de clé, rien, pas de smartphone à chercher, à ouvrir. On accroche la puce NFC sur son porte-clés et c'est réglé. Et c'est réglé. Mais la vraie innovation, qui ne se voit absolument pas, elle est dans le moteur. Dans le moteur, il y a un ordinateur, c'est un véritable ordinateur, comme celui qu'il y a dans un smartphone, dans une tablette ou dans un PC, qui va calculer, qui va analyser la pression du pédalage de celui qui utilise, et il va gérer, il va organiser la puissance qu'on va mettre en fonction de la personne qui l'utilise. Ça fait que la personne, le cycliste, mettra toujours la même puissance, quel que soit le dénivelé de la route, quelle que soit la longueur. S'il veut aller plus vite, le vélo ira plus vite, sans avoir d'efforts supplémentaires à faire. Ça, c'est super intelligent, c'est un algorithme qui développe ça. Il y a une intelligence artificielle qui a été développée pour gérer ce moteur, ce qui est assez impressionnant. Et il a été fait pourquoi, ce vélo, justement, pour les débutants. Parce que les débutants ne comprennent pas bien les modes, il faut lâcher un peu le guidon, il faut jouer avec le dérailleur arrière, bref. Ce qu'a voulu faire iWish, c'est faire un vélo le plus simple possible pour les débutants. Et le smartphone, du coup, on s'en sert absolument pas. Il n'y a même pas une appli, un truc pour enregistrer les données que je peux partager avec d'autres utilisateurs, rien du tout. Eh bien si, le smartphone, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Quand on utilise le smartphone, par exemple, le vélo va enregistrer les trajets les plus fréquents, boulot, domicile. Et à partir du moment
où il aura analysé ses trajets, le smartphone va prévenir l'utilisateur, par exemple, qui n'aura peut-être pas assez de batterie pour prendre le trajet habituel. Mais ce qu'il va faire, c'est proposer un autre trajet en régulant la batterie, en lui faisant prendre des chemins peut-être un peu moins pentus, peut-être des détours, mais il va gérer même la puissance de la batterie. Une gestion intelligente de l'énergie. Exactement. Suivant le trafic. Suivant le trajet. Il coûte combien ce vélo, Pascal? Alors, le vélo, il coûte, à chaque fois qu'on parle vélo sur Internet, à chaque fois ça râle, c'est très cher. Il coûte un peu moins de 3 000 €, il coûte 2 950 €. Quand même. Oui. Ouais. Oui, c'est cher. Il est quasi dans les mêmes prix que les Angel Bike, que les VanMoof, que les Cowboy, qui se mènent jusqu'à aujourd'hui une bataille technologique. On voit bien que c'est à celui qui proposera la meilleure innovation. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se lancer dans une guerre des prix, ce qui n'est pas vraiment sûr. Avec la pénurie des composants, on sait très bien ce qui arrive aujourd'hui en termes de prix. Et puis rappelons qu'il y a des aides, il faut se renseigner auprès de nos Exactement. régions. On peut avoir des aides parfois substantielles. Merci beaucoup Pascal. I Wish donc. Et I là, Wish, c'est bientôt. comme la chanson de Stevie Wonder. I Wish, exactement. Eh bien écoutez, on vous wish un excellent week-end. Absolument. Avec Pauline. Bon week-end, François. On sera là le week-end prochain, bien sûr, à la fois sur 01 TV, BFM Business, pour En route pour demain. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.